Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me voient pas ou qui ne me connaîtraient pas, je suis Étienne Giraud, je suis président délégué du CIAN et je vous souhaite à tous la bienvenue et je salue Nicolas Arpagian qui accepte de nous parler. Bonjour Nicolas. Sur ce sujet et merci à Arnaud d'avoir choisi ce sujet et avoir invité Nicolas parce que c'est un sujet qui, à mes yeux, est extraordinairement important. La question de la cybersécurité sur l'Afrique pour les entreprises. Je me souviens que les premières manifestations qu'on a rencontrées, ce n'était pas exactement la cybersécurité, mais c'était les escroqueries à l'extorsion de fonds pour le président Sani Abacha, qui était le président du Nigeria dans les années 90, et sa veuve ou sa pseudo-veuve se répandait partout en prétendant qu'elle détenait 20 à 30 millions de dollars au Nigeria, qu'elle avait besoin de sortir pour des raisons assez sombres et qu'elle ne savait pas comment faire et qu'elle voulait les mettre sur notre compte et qu'en moyennant quoi, nous allions être rémunérés à hauteur de 20%. Un certain nombre de gogos, quand même, se sont fait prendre et ça a duré assez longtemps. Et donc, c'est un tas de gangs africains qui ont fait ça. Et ensuite, il y a eu d'autres méthodes de cybercriminalité. Mais en tout cas, le sujet a commencé comme ça. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus grave. C'est de l'intrusion, c'est de la prise en main de système. Et ce que je crois, c'est que ce sujet est d'autant mieux venu que les entreprises, pour la plupart, en tout cas à mon avis, ne sont pas assez conscientes de ça. On dit ça ne nous arrivera pas, et puis au fond on verra bien, et d'accord, mais je verrai demain. Alors s'ils croient même que ça peut arriver, ils ne le mettent pas en priorité. Et quand ça tombe dessus, je crois que c'est dramatique. Quand les écrans s'éteignent, quand on est l'objet de vol de données, c'est grave, et surtout quand on est l'objet de virus et donc de chantage derrière. Donc pour moi, c'est un sujet totalement clé, et je crois que le continent africain est malheureusement une bonne cour de récréation, une bonne cour de jeu pour ça. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est aussi très développé en Europe de l'Est ou dans d'autres régions du monde, mais l'Afrique est loin d'être absoute de ça, et elle a des gens très forts qui, comme les lois ne sont pas, sont un petit peu à géométrie variable quelquefois, que la rigueur n'est pas la première qualité souvent d'un certain nombre d'organisations là-bas, je crois que c'est un bon champ pour les escrocs et pour les criminels. Donc, je crois qu'il y a des défenses. Donc, Nicolas et Arnaud, on attend avec beaucoup d'impatience ce sujet qui nous passionne. Et ce que j'espère, c'est que les participants pourront démultiplier ce qu'on va dire aujourd'hui auprès d'autres pour qu'un certain nombre de groupes français ou d'entreprises françaises qui agissent en Afrique prennent des mesures préventives parce que c'est très sérieux. Et peut-être, je dirais, à commencer par nous, le CIAN, parce que même si on n'a pas grand-chose à cacher, on peut toujours quand même être l'objet de choses malfaisantes pour notre manière de travailler et de chantage. Voilà. Donc, on est très intéressés et merci encore d'avoir organisé ça. Et je vous souhaite une bonne réunion. Merci Étienne. Bonjour à tous. Donc, quand on a décidé avec Étienne et Sandrine, on voulait proposer une intervention sur la cybersécurité, cybermenace. En fait, je me suis rapidement retourné vers notre partenaire Orange Cyberdéfense, le partenaire d'Iremos sur la partie cyber. Et Marc Tolub, notre interlocuteur, m'a dit, écoute, il y a une personne j'ai la bonne personne, c'est Nicolas Arpagian, et nous voilà donc réunis. Voilà, c'est la bonne personne pour parler du sujet. Donc, merci beaucoup, Nicolas, de te joindre à nous et d'intervenir aujourd'hui. Présenter Nicolas, c'est difficile parce qu'il a un CV long comme le bras. Il a écrit un certain nombre de publications. Il est enseignant à l'École nationale supérieure de police, à l'École de guerre économique, à l'École nationale de la magistrature. Voilà, je pense qu'il va pouvoir rajouter quelques éléments pour se présenter. Il a fondé et dirigé le cycle sécurité numérique à l'INSJ. Donc, c'est quelqu'un de très, très connu dans le système. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages qui, si vous voulez approfondir, pourront vous aider à bien connaître cet environnement. L'Afrique qui nous occupe aujourd'hui, la cybermenace, la cybersécurité en Afrique qui nous occupe aujourd'hui, je pense qu'au-delà de Orange qui est présent sur la partie téléphonie, il y a aussi une énorme partie monnaie, Orange Monnaie, etc. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi nous occuper ce matin.
Donc, je vous propose en préparant cette intervention avec Nicolas, on a décidé de la faire très interactive. Donc, il va intervenir. Vous pouvez nous couper en posant des questions, soit en levant la main sur Zoom. Vous avez le petit icône main levée, et donc on va vous donner la parole, soit écrire vos questions directement en bas dans l'onglet questions et réponses, Q et R. Et en fonction, on vous donnera la main pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je te laisse la parole, Nicolas. Et encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Merci, Arnaud, pour cette introduction également. L'idée étant effectivement, on va parler, c'est que je vous parle pendant une petite demi-heure, moins de 30 minutes, de manière à ce que vous ayez accès à un certain nombre d'éléments vous permettant de mieux cerner ce sujet de la cybersécurité, de la cybercriminalité, pour vous éclairer effectivement, comme l'a dit Étienne, pour vous l'approprier, c'est-à-dire faire en sorte d'être davantage familiarisé avec le sujet et ses enjeux, et de manière à voir comment vous allez l'intégrer dans vos activités quotidiennes. Alors évidemment professionnelles, mais vous allez voir que ça résonne forcément également dans l'univers personnel, a fortiori dans cette période un peu trouble en termes d'organisation où effectivement on a tendance à mêler le personnel, le professionnel, des travaux à domicile pour ceux qui pratiquent le télétravail, soit sur la durée, soit par intermittence. Et l'Afrique, en fait, l'Afrique n'est ni préservée, ni justement il n'y a pas de protection immanente, et donc c'est la raison pour laquelle il est important pour des acteurs qui voyagent, qui travaillent dans un environnement international, effectivement d'avoir conscience de cette problématique. Et l'Afrique est à la fois un lieu effectivement où on peut constater l'origine et l'initiative de certains modes opératoires malveillants, il faut le reconnaître, mais également cette dimension cyber peut être un élément de fragilisation de l'activité économique africaine, c'est-à-dire dans ses capacités de développement, dans ses capacités d'interaction avec d'autres zones géographiques. Effectivement, le numérique va souvent être le véhicule pour conduire ces actions, et donc tout ce qui peut conduire à le fragiliser, à l'altérer, à le mettre potentiellement hors d'état de fonctionner, est un élément qu'il faut identifier de manière à le neutraliser. Alors, l'idée de cette séquence, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc c'est un élément, Arnaud l'a est-ce que là vous le voyez? Oui, bien. Maintenant, il faudrait juste qu'il puisse descendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas descendre? Parce que voilà. Effectivement, donc j'ai le plaisir d'être en charge de la stratégie chez Orange Cyberdéfense. Vous connaissez la maison Orange sans doute en tant qu'opérateur télécom, également pour un certain nombre de services bancaires en Afrique. C'est vrai que c'est là d'ailleurs où on voit que la numérisation des activités, ce qui est très banal aujourd'hui, et depuis des années en Afrique, de régler des dépenses du quotidien dans la rue avec son téléphone auprès d'un petit commerçant, au final, l'Europe, en tout cas et même la France, c'est assez récemment que, et c'est pour le dire en France, encore pas totalement entré dans les mœurs, alors que les Africains sont familiers de ce mode de paiement très consumérisé, c'est-à-dire vraiment très diffusé auprès de la population. Et donc, on voit que la pratique numérique peut être plus mature dans les territoires d'Afrique par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe et en France. En fait, Orange a considéré qu'il fallait, en parallèle de ses activités de fournisseurs de services numériques, faire en sorte d'accompagner la protection de ces activités, c'est-à-dire à quoi bon consommer mieux et plus de services numériques, interagir, fournir de nouvelles propositions commerciales pour les entreprises qui numérisent leurs activités, qui ambitionnent de travailler à des échelles régionales, internationales, ou pas nationales et internationales. Et donc, il y a eu un plan stratégique, c'est le cas dans les grandes entreprises, qui disent, voilà, il faudrait qu'à 5 ans, donc ce plan stratégique a été conçu en 2014, il a été publié, rendu public en 2015, et avec comme ambition de dire, voilà, il faudrait pour 2020,
Orange soit un leader européen de la cybersécurité. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce qualificatif européen? Parce que lorsqu'on va parler de sécurité, on va parler de confiance, et il est toujours important quand même de faire ses preuves sur son territoire domestique avant d'avoir, j'allais dire, la prétention d'exporter son savoir-faire, son expertise. Et donc les clients, que ce soit d'ailleurs des grands groupes, des administrations, des collectivités, sont quand même toujours vigilants au fait de dire, bon, très bien, vous me dites que vous êtes un acteur de sécurité, mais est-ce que dans votre pays, on vous fait confiance? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises, l'écosystème travaillent avec vous? Et donc, il faut déjà construire la dimension nationale. Donc, on l'a fait au fur et à mesure. On a créé donc cette entreprise Orange Cyberdéfense, alors juridiquement dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016. Et puis aujourd'hui, c'est une activité qui fait, alors d'ailleurs le chiffre doit être mis à jour puisqu'on est maintenant, j'ai eu confirmation ce matin, 2500 personnes uniquement consacrées à la cybersécurité. Et pour l'année 2020, ce sera a priori, là encore, même le chiffre de 700 millions, on est à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires à partir d'une activité qui était résiduelle, qui existait mais de manière assez limitée et répartie dans des entités disparates de l'entreprise. Donc aujourd'hui, effectivement, on est considéré comme le deuxième acteur européen de la cyber. Alors, lorsqu'on va parler de cybersécurité, on va être obligé de parler d'international. Pourquoi? Parce que le réseau, qui est donc le véhicule qui va servir éventuellement de vecteur d'infection, de vecteur d'amplification d'une crise cyber, d'une infection, on peut hélas faire l'analogie avec la médecine et donc avec la virologie médicale, effectivement, le pirate va avoir intérêt à utiliser l'interconnexion des systèmes, la capacité d'infecter à un endroit pour agir à un autre. S'il voit un point faible dans une organisation sur un point d'un territoire, effectivement, c'est peut-être là la porte d'entrée de manière à remonter numériquement jusqu'à un état-major ou à une entité peut-être plus solvable ou avec des informations ou les informations qu'il recherche effectivement. Et donc, il est nécessaire, il est indispensable d'avoir une appréhension globale de la cybermenace. D'une part, pour détecter, c'est important, mais également, lorsqu'une crise survient, il faut une capacité de durer dans le temps, une capacité d'assurer la continuité. Les crises surviennent, hélas, et vous le savez, pour ceux qui sont en charge ici, on est à la commission sécurité du CIAN, et donc vous savez que évidemment, les crises ne surviennent pas le lundi matin à 9 h quand tout le monde est frais et dispo. Elles surviennent le vendredi soir, les veilles de fête. Et pourquoi? Parce que c'est un vecteur d'amplification de l'efficacité de l'attaque pour le pirate. Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que le pirate a le privilège, j'ose le dire, de choisir sa cible, de choisir son mode opératoire et de choisir son agenda, son tempo. Quand est-ce que je commence mon attaque? Quand est-ce que je relance? Quand est-ce qu'éventuellement je la suspends? Et pourquoi pas, quand est-ce que je l'arrête? Et donc, on a besoin d'avoir cette expertise internationale qui va nous permettre, d'une part, d'avoir la disponibilité 24 heures sur 24. Je prends l'exemple de notre centre de réponse à incident, ce qu'on appelle un CERT, un Computer Emergency Response Team. Nous en avons un en France et il y en a un à Singapour, un au Canada, et ça permet d'avoir la couverture horaire. Par contre, effectivement, on va être dans un univers dans la cyber où va se poser la question des disponibilités, des compétences, d'avoir des gens, des hommes, des femmes à la tête bien faite, qui connaissent ces sujets. Et en plus, c'est peut-être une particularité, alors qui est présente dans d'autres métiers évidemment, mais qui doit être aussi présente, qui va être la notion d'éthique. Pourquoi? Parce que quand vous avez recruté quelqu'un qui sait, pour schématiser, cambrioler une maison, vous avez intérêt d'être sûr de ses valeurs, de son éthique, de sa maîtrise justement à la fois technologique mais également opérationnelle. Et donc, en mode de recrutement, d'entretien des salariés, de la relation avec les salariés, c'est une préoccupation particulière. Alors pour l'Afrique, on est présent évidemment au Maroc, à Casablanca, où on a créé une entité, Orange Cyberdéfense au Maroc, qui nous permet ensuite de couvrir notamment des clients que nous avons en Côte d'Ivoire, au Sénégal. On a fait le choix de faire l'acquisition d'une entreprise en Afrique du Sud, notamment dans ce qu'on appelle les pen tests, les penetration tests, les tests de pénétration. Ce sont justement des hackers, mais des hackers éthiques,
dont le métier toute la journée, c'est d'essayer de casser les systèmes de sécurité. Alors, on le fait avec l'accord de nos clients, évidemment, mais c'est important d'avoir cette expertise, savoir rentrer dans les systèmes. Ça éduque à comment après s'en prémunir, ça permet de comprendre les modes opératoires des attaquants, et donc c'est une vraie qualité. Et le fait d'être basé en Afrique du Sud, c'est aussi un élément culturel important, parce que ça nous fait avoir des gens qui pensent différemment de nous autres Français, qui pensent différemment de nos collègues aux Pays-Bas ou dans d'autres pays. Et donc, la dimension internationale, elle est utile, je l'ai dit, pour la couverture géographique, mais elle est utile justement pour la perception du monde, l'appréhension des problèmes, des sujets. On voit bien que culturellement, c'est important. Et puis, on a des centres, par exemple, à Aucaire. Aucaire, c'est typiquement un centre où l'installation s'est faite aussi pour des questions d'expertise. Il y avait, lorsqu'on est présent au Caire, ce sont notamment chez des solutions développées par certains éditeurs internationaux, il faut une expertise, on l'a trouvé au Caire, on l'entretient au Caire, et on n'est pas du tout dans une logique low cost en disant voilà, on fait ça en Égypte. C'est vraiment des grandes multinationales mondiales ont leur cybersécurité pilotée à partir du Caire par des experts kérotes, enfin égyptiens. Et on est dans une logique où vraiment on va chercher l'expertise là où elle est. Et dernière dimension, la dimension juridique. On va en parler assez, c'est un sujet qui est très présent dans la cybersécurité. Pourquoi? Parce que va se poser la question de la conformité à des législations qui commencent à émerger et structure les activités. Alors, quelquefois, vous voyez par exemple qu'on a des implantations en Chine, en Russie, c'est des endroits où, parce que la législation impose que les données soient stockées, supervisées sur un territoire. Donc, on va parler sécurité, mais également, il va falloir parler avec les équipes juridiques parce que ça va être un vrai sujet de conformité et qui va conditionner la continuité de l'activité, la mise à disposition des informations, et donc ça va être un élément important. La difficulté, c'est vrai, quand on vous parle cybersécurité, alors vous êtes, Océane, conscient de la dimension internationale, vous êtes en plus à la commission sûreté, donc a priori, vous n'êtes pas dans une approche naïve de l'environnement économique, mais c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle à des dirigeants d'entreprise, surtout qui sont dans des domaines j'allais dire paisibles, le commerce, l'alimentation, la mode, qui sont dans une logique où de vous dire oui, je veux bien croire ou je suis bien conscient en lisant les journaux, en regardant les nouvelles, qu'il y a bien une actualité cyber. La seule chose, c'est que ça ne me concerne pas. Moi, j'ai une petite entreprise ou une entreprise de taille modeste. J'ai une activité qui est, on se connaît tous, enfin voilà. Et en plus, j'ai là où je suis basé, les activités. Je ne suis pas au cœur de cette géopolitique. Et ce que va changer la cyber, c'est que le fait d'être connecté, et c'est là où on voit des particuliers, on voit des PME, on voit des TPE, en fait, le pirate va être souvent dans une logique où quand il va industrialiser l'émission de son logiciel malveillant, si vous êtes sur son chemin ou si l'un de vos partenaires infecté lui-même est interconnecté avec vous, effectivement, potentiellement, la viralité du dispositif va faire que vous pouvez être atteint à votre tour. Donc, la globalisation, elle est très concrète dans un univers numérisé où il y a une interconnexion. Alors, quand on veut mesurer le phénomène, c'est toujours quelque chose de délicat parce que ça se calcule en général nationalement. Et puis, on est dans un univers qui est difficilement chiffrable. Autant les violences aux personnes, si vous vous êtes fait, hélas, attaquer dans la rue, vous pouvez quantifier le début de l'attaque, quand est-ce que cette attaque a démarré, ce que la personne vous a pris. Alors, je néglige pas et sous-estime pas l'effet psychologique, mais on est dans un univers où vous pouvez connaître le périmètre du préjudice. Il vous a volé votre portefeuille dans lequel il y avait votre carte d'identité, votre carte de crédit et 100 €, 100 $, 10 000 dirhams ou autre. Et il y a cet argent et la personne est partie. Ensuite, donc, vous connaissez la perte, c'est la somme d'argent. Ensuite, vous connaissez les mesures de remédiation, demander un certificat, renouveler votre carte d'identité, faire opposition sur votre carte de crédit et en demander une autre. Donc, le préjudice, vous connaissez le début du préjudice, la fin du préjudice et l'évaluation des pertes de celui-ci. Et je néglige pas la partie psychologique, mais là, elle nous est un peu plus compliquée à analyser. Et puis après, vous avez les mesures de remédiation, duplicata de pièces d'identité et annulation de la carte bancaire, génération d'une nouvelle. Et puis, constat de la perte, c'est l'argent liquide qui vous a été retiré.
Et donc, dans le domaine de la cyber, il va falloir prendre en compte toutes les attaques qui se passent à l'insu de l'entité visée. Un peu comme si quelqu'un rentrait chez vous pendant que vous êtes à votre bureau, ne casse pas la serrure, il rentre, il constate, il regarde, il prend des photos, mais il ressort, il n'a rien volé, il n'a rien perturbé. Et en fait, quand vous revenez le soir chez vous, vous ignorez votre statut de victime. Et c'est vrai que lorsque la cible va être l'information, que ce soit un secret d'entreprise, que ce soit des bases de données, si vous n'avez pas d'outil de détection, vous ignorez que quelqu'un est rentré dans le système, quelqu'un a procédé à la duplication, a extrait les données et va pouvoir les utiliser. Et donc, vous allez avoir arrivé un nouveau compétiteur sur le marché, un nouvel entrant, ou voir votre responsabilité mise en cause au titre de la réglementation, si, par exemple, il s'agit de données personnelles et qu'un des titulaires des données présents dans la base va s'inquiéter du fait que ces coordonnées se retrouvent dans la nature. Alors là, je vous donne des chiffres qui sont intéressants parce que nos amis américains ont beaucoup de qualités et on sait qu'ils ont beaucoup judiciarisé la cybercriminalité et donc incité au dépôt de plainte. Et donc, c'est un des pays qui a les statistiques les plus abouties. Alors là, évidemment, modulo les gens qui ignorent qu'ils ont fait l'objet d'une cyberattaque et ceux qui ont renoncé, un peu comme quand vous avez un accident, votre voiture était raflée et vous faites le choix de ne pas aller à l'assurance, de prendre à votre charge, votre choix de laisser la voiture est raflée, soit de prendre à votre charge les réparations sans prévenir l'assurance parce que vous ne souhaitez pas que votre bonus, malus soit affecté. Donc, on a quand même une documentation qui est intéressante. Alors, je le dis évidemment à l'échelle européenne parce que globalement, la population des États-Unis, c'est la population européenne. Et donc, vous voyez à peu près des ordres de grandeur tels qu'ils sont concernés. En fait, le phénomène auquel on assiste, c'est que toutes vos activités vont au fur et à mesure se numériser. Alors, on va mettre, vous allez vendre en ligne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous allez dans les processus industriels, là où avant vous aviez une personne derrière une console qui surveillait un bassin, une jauge, éventuellement la température de cuve. De plus en plus, on va mettre un capteur, on va mettre un automate. On va interconnecter cet automate avec un autre, avec éventuellement une console de supervision qui peut se trouver à des dizaines, centaines de kilomètres, etc. Et donc, on va numériser des processus. Et c'est vrai que souvent, nous avions des organisations dont la meilleure des protections était surtout l'isolement numérique. Et au fur et à mesure qu'en plus, on va avoir une économie de la donnée, c'est-à-dire que l'activité économique va produire des données, mais c'est surtout que l'exploitation, le raffinage au sens pétrolier des données, c'est-à-dire j'ai une matière brute et je l'exploite, va faire partie de la création de valeur et va faire partie de l'économie. Donc, on a cette tendance qui est très lourde et que vous constatez certainement dans chacune de vos activités. Vous avez au même moment une montée en puissance de la réglementation nationale, régionale, si on prend l'Union européenne, si on prend la zone de l'OCDE, si on prend les zones, même dans le cas de l'Union africaine, même si dans le cas des Nations unies, enfin, on voit des corpus juridiques qui se bâtissent, et puis des réglementations verticales liées au domaine de la finance, liées au domaine de la santé, liées au domaine des données personnelles, et donc on voit ce quadrillage qui s'instaure à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et en face, nos pirates, qui, je le rappelle, sont des entrepreneurs comme les autres, c'est-à-dire des gens qui veulent optimiser leurs gains, réduire leurs risques, effectivement, ils vont viser ces actifs, ces données, ces flux financiers, ces savoir-faire. Ils vont faire du chantage, de l'extorsion sur la disponibilité des sites Internet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un site de e-commerce, vous voyez, on est le 17 décembre, un site de e-commerce sait ce que lui coûte la non-disponibilité pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, de son site Internet un 17 décembre. Et donc, non-disponibilité, surtout si vous achetez un produit normé, c'est-à-dire un livre, un DVD, un appareil photo, enfin un produit normé, c'est-à-dire qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. Effectivement, c'est une transaction qui ne se fait pas. C'est parce qu'à un moment, il faut bien être livré a priori pour Noël. Et donc, on voit bien que la question de la disponibilité du site Internet va être quelque chose de réellement critique. Et donc, effectivement, on trouve donc la palette du chantage, de l'extorsion. Et au final, le cyber va pas créer d'infractions nouvelles, mais va exploiter, intensifier toutes les infractions qu'on connaît. Le détournement, le vol de ressources. Avant, on volait l'électricité chez le voisin. Là, on va lui prendre de la connexion Internet, du stockage. Quand on voudra mettre des contenus ou vendre des contenus illicites. On va ensuite avoir l'atteinte à la réputation avec des campagnes de dénigrement. On va avoir toute
la panoplie de ce qu'on connaît déjà dans dans le code pénal des principaux pays. La seule chose, c'est qu'on va bousculer les règles. Un individu va pouvoir s'attaquer à de grandes entités. Un individu va pouvoir automatiser des attaques. Un individu va pouvoir internationaliser des agressions, alors qu'avant, si vous braquiez des banques, vous étiez tenu par aller d'une agence à l'autre, et donc vous étiez tenu par un territoire et par un délai physique de déplacement. Et c'est surtout que l'individu isolé, on est dans une logique un peu de judo, c'est-à-dire qu'un individu isolé va pouvoir déstabiliser une grande organisation dès lors qu'elle aura trouvé le bon point de faiblesse, alors qu'avant, il aurait fallu trouver des complices, des partenaires, et donc c'est autant de points de fragilité d'une organisation criminelle, et puis c'est aussi, il faut partager les gains. Et donc, évidemment, ça altère la rentabilité. Une des réponses, c'est la réglementation. Ça a fixé, je parlais des données personnelles, lorsque l'Europe s'est dotée d'une réglementation de sanctions en cas de perte ou de vol de données personnelles. La sanction financière, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé. Vous voyez que ça met un prix sur les données personnelles. Pareil pour des directives dans le cadre de l'Union européenne. On a l'équivalent aux États-Unis. Là, c'est un executive order du président des États-Unis à l'époque Donald Trump, mais Barack Obama avait signé le même et je vous assure que Joe Biden renouvellera ce type de réglementation. Là, on n'est pas du tout sur des intérêts politiques, on est sur des intérêts stratégiques de la nation. La Chine s'est dotée d'une réglementation sur les données personnelles, sur les infrastructures critiques. L'Afrique également. Alors, on a un texte qui est intéressant parce que c'est un texte purement africain qui est la Convention de Malabo. Sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Bon, c'est un texte qui a le mérite d'exister, mais qui nécessite encore d'être renforcé, notamment par une adhésion supplémentaire de pays qui vont lui donner, plus il y aura déjà, il permettra de vraiment qu'il rentre en vigueur, et surtout que, effectivement, plus il y aura de pays signataires, plus effectivement il y aura quand même une consistance dans cet accord. Et on a effectivement, dans la communauté des États de l'Afrique centrale, on a des ambitions d'harmonisation. Et aujourd'hui, tous les pays, la plupart des grands pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, ont bâti un corpus juridique. Et donc, nationalement, il y a des obligations, justement, en termes de protection des données, en termes de investissement dans le domaine de la cybersécurité. Pourquoi ? Parce que déjà, effectivement, ce sont des pays qui ont fait des sauts technologiques, c'est-à-dire ont adopté des activités numériques plus rapidement que d'autres pays, par exemple d'Europe. Et deuxièmement, souvent, ils interagissent. Il est évident qu'un pays comme le Maroc, lorsqu'il fait le back-office d'un certain nombre de grandes multinationales, ils ont besoin, dans le cadre des interconnexions, d'être en conformité avec les standards de leurs clients. Et donc, on voit que même s'ils sont sur le territoire africain, ils ont besoin d'avoir ce standard de qualité et de conformité à la réglementation. Donc, les pays commencent, alors évidemment, se dotent de structures, alors quelquefois qui cumulent, comme c'est le cas dans le cas de l'ARTSI sur la Côte d'Ivoire, donc c'est-à-dire le fait d'avoir à la fois les données personnelles et la cybersécurité dans la même agence, dans la même structure. Au Maroc, ce sont deux entités différentes, une sur les données personnelles, donc l'équivalent de la Commission nationale informatique et liberté, si on prend le cas français, et puis un service national de sécurité, donc l'équivalent de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France. Donc, on voit qu'il y a des montées en puissance, et donc, effectivement, dans chaque pays, va se poser la question de la conformité, et c'est la raison pour laquelle, nous, dans les activités de conseil, on est obligé d'avoir justement une bonne connaissance de la réglementation locale, de manière à ce que les entreprises puissent y développer une activité. Un point de faiblesse dans la cybersécurité, surtout quand on voyage, surtout l'Afrique, ce sont justement les déplacements. Nous, on a contribué à rédiger un petit document, je vous donne les références ici, je vous incite à le lire, qui effectivement permet de pointer les bonnes pratiques dans les déplacements. Que ce soit avant un voyage, pendant un voyage, après un voyage, ce qu'il faut faire en termes de préoccupations, les Wi-Fi dans les aéroports, les Wi-Fi dans les hôtels, le fait justement de protéger un certain nombre de données, de connaître les réglementations des pays qui imposent, par exemple, que vous ouvriez vos ordinateurs, que vous transmettiez vos identifiants de réseaux sociaux. Il y a à chaque fois des particularismes, donc il faut s'y préparer de manière à avoir les bonnes réponses à apporter à chaque fois. Et c'est vrai que maintenant, tous les pays ont mis en place, j'allais dire, un volet numérique dans leurs règles d'accès au territoire ou dans les conditions. Donc, voilà, un voyage,
vous êtes dans des entreprises qui ont un tropisme et une ouverture d'esprit internationale. Il faut concevoir la notion de voyage, évidemment, d'Europe vers l'Afrique, mais à l'intérieur du continent africain, parce que c'est un élément important qu'il faut garder en termes de protection, de manière à ce que vous ayez une conscience claire de ce que peut représenter la prise de contrôle, ou en tout cas l'aspiration de vos données, et donc effectivement de manière à être là encore le moins exposé possible. 3 particularités qu'il faut avoir, c'est penser en écosystème. Quand vous êtes, j'évoquais les cas des sous-traitances, on a beaucoup de cas en Afrique d'entreprises qui vont être des partenaires d'acteurs internationaux, qui vont être les correspondants locaux de partenaires internationaux, ce qui permet d'assurer un maillage, et c'est tout à fait heureux. Quelquefois, ils vont intervenir comme sous-traitants d'un partenaire ou d'une grande entreprise. Il faut penser à interconnexion. Vous êtes connecté et le pirate ne va, alors je dis jamais dire, mais ne va jamais, va éviter de s'attaquer au maillon le plus robuste de l'organisation. Donc, il va souvent, surtout quand il cible une entreprise, faire un travail d'ingénierie sociale pour essayer de trouver le maillon faible de l'organisation. C'est aujourd'hui banal de voir un prestataire en climatisation, de voir un prestataire chargé de gérer des feuilles de paye, un prestataire chargé de gérer, on a le cas évidemment d'un aquarium dans un bâtiment et qui a donc été piloté par un prestataire spécialisé dans la gestion des animaux, effectivement, simplement qui était une PME qui était moins protégée, le pirate s'est dit, voilà, c'est ça le point de faiblesse. Le prestataire en climatisation, il est forcément connecté au système d'information de son donneur d'ordre pour avoir accès aux magasins, pour avoir accès aux boutiques. Ça a été le vecteur d'infection. On a maintenant beaucoup d'éléments, des logiciels de comptabilité qui ont été infectés, et au moment où la grande entreprise a mis à jour ces logiciels, ça a été le vecteur. Donc, toujours penser en écosystème, et pas uniquement j'ai ma maison, je suis protégé parce que je connais mon propre périmètre. La notion de périmètre d'entreprise, surtout pour des entreprises des sociétés qui travaillent avec des partenaires locaux, il faut l'avoir à l'esprit. On est bien dans du numérique. Donc là, c'est quel est leur propre niveau de sécurité, quels sont les cloisonnements qui existent, quelles sont les sauvegardes qui peuvent être faites en cas de non-disponibilité de ces systèmes ou de ces données. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'impact de l'attaque que je n'aurais pas pu empêcher ou qui surviendra. On a la question de la conformité. C'est un vrai sujet. Vous avez des systèmes juridiques qui s'exportent, qui sont valables au-delà des frontières politiques d'un pays. Il faut que l'équipe sécurité, l'équipe numérique se rapproche des services juridiques pour connaître les obligations, sachant effectivement que globalement, évidemment, les données personnelles, je l'ai dit, ça c'est quelque chose qui se reporte. Même on a le cas, par exemple, aux États-Unis, où on a des États fédérés qui ont adopté des législations au-delà de la législation fédérale. On a de plus en plus de filières de métiers, notamment dans la banque, dans la finance, dans les données de santé. Et donc, c'est d'avoir cette connaissance-là parce que le droit va conditionner l'organisation, va conditionner la capacité à fournir les services. D'autant plus, alors j'allais dire en amont, une attaque, déjà il faut être en conformité, mais a fortiori si une attaque survient, très vite, la question va dire, est-ce que vous étiez en conformité? Comment vous vous étiez organisé? Est-ce que, même si vous êtes victime, on va se poser la question de dire, très bien, vous avez été victime au regard de cette attaque, mais est-ce que vous étiez à jour de vos engagements? Et donc, il faut là aussi se faire accompagner pour avoir une connaissance précise de la nature des exigences juridiques. Ça va être un élément. Troisième dimension dans les risques, c'est évidemment quand on parle de données, quand on parle d'écosystème, c'est souvent des données financières, des savoir-faire industriels, de l'innovation, des modes de commercialisation. Se pose un sujet qui va être également l'information et la réputation des entreprises, c'est-à-dire leur nom, leur marque, les marques de leurs produits, la notion de contrefaçon. Je prends l'exemple, vous voyez à droite, là, ce sont il y avait 2 applications. Il y a une fausse application WhatsApp, il y en a une vraie. Il s'avère que les 2 étaient disponibles dans l'App Store et dans Google Store. Si vous ne faites pas attention, vous allez télécharger la mauvaise qui, effectivement, va venir infecter votre téléphone. Et vous vous doutez que si WhatsApp, filiale de Facebook, subit déjà ce type de contrefaçon, nous, ça nous arrive très régulièrement. Enfin, on a des activités de veille, de création
d'applications dans les grandes stores, Apple, Google, et tous les jours, on voit des créations qui vont usurper des noms de marques, des noms d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le consommateur a l'illusion quand il est chez Google ou chez Apple que voilà, ça a forcément été validé. Non, ça n'a jamais été validé par personne. Et donc, c'est vrai que c'est une occasion, parce qu'en général, quand vous téléchargez une appli, on va vous demander d'ouvrir des droits à la géolocalisation, à vos données, à votre carnet d'adresse, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un vecteur d'infection formidable pour les pirates. Pareil, là, je vous ai pris un exemple. C'est le site alors là, il s'avère que c'est le site de l'Armée du Salut, qui s'appelle donc arméedusalut.fr. Et en fait, le pirate, il a profité d'une faille pour s'installer dans le site internet d'une organisation légitime, l'Armée du Salut, pour vendre des produits médicaux de contrefaçon, du Viagra de contrefaçon. Et donc, vous voyez, comme un coucou, il s'est installé dans le site internet d'une entreprise, un peu comme si il avait profité en se promenant dans la rue d'un entrepôt à moitié mal gardé, et qu'à l'intérieur d'un entrepôt d'une entreprise légitime, il avait créé son petit business de produits contrefaits. Ça peut être de la pédopornographie, des contrefaçons de vêtements, de médicaments, enfin tout ce qui peut susciter l'intérêt amateur. Et donc, on voit que c'est un vrai sujet d'action. Et donc, il faut également faire cette supervision qui va pouvoir intervenir. En ce qui concerne la nature des menaces, c'est vrai que la crise Covid a été un vecteur d'épanouissement. Ce n'était pas tellement dans l'originalité des modes opératoires techniques, mais par contre dans l'accompagnement, dans l'habillage du sujet. Si vous recevez un message comme ça, effectivement, qui correspond à une actualité, qui correspond en plus à un sentiment, sinon d'inquiétude, en tout cas de préoccupation, parce que ça touche à la santé, parce que les gens sont pour la plupart confinés, ou en tout cas ou en passe de l'être, et donc sont moins à même d'interroger leurs collègues, leurs voisins de bureau, enfin en tout cas de discuter, de challenger cette information. C'est un SMS, ça coûte très peu cher à un pirate, et évidemment en cliquant sur un lien qui a une apparence de crédibilité, on va s'apercevoir que ça va être un sujet d'infection avec une très grande rentabilité de la part du pirate. Pourquoi ? Parce que l'émission des SMS lui va être marginale en termes de coût, et tout pourcentage de personnes qui va venir cliquer, va venir télécharger, voilà, ça va être le taux de transformation va être forcément rentable au regard de la modestie des coûts initiaux. Et tout le sujet va être lié. Quand vous recevez des SMS de livraison, le confinement a suscité effectivement une explosion des modes de consommation, de livraison, de nouveaux messages, des nouveaux modes d'achat et de transaction. Typiquement, voilà, ce type de message, il a l'apparence du sérieux et de la crédibilité, et effectivement, ça va être une occasion. Lorsque, d'ailleurs, nous le faisons aujourd'hui avec de la visioconférence, on vous demande de vous inscrire, et vous voyez qu'il y a des sites qui ont là aussi toutes les caractéristiques du sérieux et du crédit, même les marques les plus emblématiques, les plus robustes en termes de notoriété et de communication. Évidemment, on va vous demander vos identifiants pour accéder à votre compte Office 365. Effectivement, ça va permettre d'accéder, de récupérer l'identifiant, le mot de passe, et de se connecter à votre place, de changer un peu comme si on changeait les serrures de votre propre appartement, et c'est vous-même qui, après, allez vous retrouver à la porte. Donc, ça, c'est une réalité avec un taux de transformation. Donc, ce sont derrière des technologies qu'on connaît depuis longtemps, par contre, qui vont utiliser le contexte. Et les pirates sont toujours extrêmement opportunistes quant à la mise en contexte de leurs approches, de manière à optimiser le taux de transformation. Prenez l'exemple typiquement de ce message qu'on appelle du phishing. C'est pour ça que la boîte mail reste le vecteur d'infection privilégié. Pourquoi ? Parce que, coût modeste, vous pouvez toucher une multitude de gens, et en plus, il est facile de reconstituer une fois que vous savez que dans telle entreprise, les adresses sont prénom.nom @ le nom de l'entreprise.com.fr, etc. En fait, vous pouvez constituer assez rapidement des annuaires, et en plus, vous pouvez vraiment automatiser, le pirate peut automatiser le mode opératoire, puisque vous voyez bien que là-dedans, tout est automatisé. L'émission du message, le destinataire, s'il est confiant, va cliquer et fournir les renseignements demandés.
le pirate va les récupérer sur une base et va automatiquement procéder à la modification ou au retrait ou en tout cas au virement en question. Et donc effectivement, on est sur une industrialisation possible et surtout une internationalisation. Il est évident qu'il y a quelques années, les Français ou les francophones recevaient ce même message au nom de Bank of America. Il y a peu de Français qui avaient un compte sur Bank of America. Évidemment, aujourd'hui, on a l'équivalent sur des banques marocaines, tunisiennes, de n'importe quel établissement, puisque c'est d'abord un peu d'ingénierie sociale pour aller repérer le bon logo, la bonne typo. Mais vous voyez que les renseignements qui ont l'air très sérieux sur le capital social, etc., sont évidemment des informations qui sont disponibles sur n'importe quel site Internet institutionnel. Donc, il faut juste un peu de conscience professionnelle, entre énormes guillemets, évidemment, de la part des pirates, de manière à avoir cette créativité et cette capacité de transposition. Les menaces telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est la disponibilité des sites Internet avec le e-commerce et le chantage à la disponibilité, c'est donc le déni de service. On a évidemment le rançongiciel qui a un taux de rentabilité pour des attaquants sans commune mesure. Alors, on distingue en principe deux écoles, celle qui va libérer effectivement les données en cas de paiement des rançons, même si évidemment la recommandation qu'on fait est d'habitude de ne pas payer, et évidemment d'avoir, et puis ceux qui, et ça c'est dans une logique qui est encore plus nocive, qui est la destruction des données, quel que soit le paiement ou pas des rançons, un peu, hélas, si on faisait une transposition dans le monde humain de quelqu'un qui prendrait quelqu'un en otage, l'abattrait, mais continuerait la négociation avec la famille ou avec les services de police. Bon, évidemment, on voit bien que l'issue, elle est forcément fatale et, et donc c'est aussi un élément que l'on voit aujourd'hui. Quatrième sujet de préoccupation, c'est les smartphones. Pourquoi ? Parce que ce sont des petits ordinateurs, ils ont des connexions de plus en plus haute intensité, on leur confie nos données personnelles, notre géolocalisation, nos contacts, les interfaces avec les applications. Et semble-t-il, par rapport au temps, votre ordinateur est de plus en plus doté d'un antivirus, éventuellement d'un pare-feu. Les téléphones portables, les smartphones restent un peu les parents pauvres de la protection, et donc effectivement c'est d'autant plus une cible intéressante, et il y a une dépendance au bon fonctionnement, à la disponibilité du service qui fait que les propriétaires sont d'autant plus enclins à accepter de payer en cas de chiffrement, si un rançongiciel vient, ou si effectivement il y a en tout cas c'est un concentré de données à forte valeur ajoutée. Et enfin, la cybersécurité des équipements industriels. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les automates. On commence à mettre des outils informatiques, des capteurs, des éléments qui vont servir à piloter l'activité, à la mesurer. Et le problème avec la sécurité des équipements industriels, c'est que, bon, évidemment, s'ils dysfonctionnent, il y a la perte économique, et elle est regrettable. Mais souvent, il peut y avoir des incidents sur la vie humaine, sur l'environnement, parce qu'une cuve de produits chimiques qui dysfonctionne et qui ne s'arrête pas, les robinets ne s'arrêtent pas au moment où la cuve est pleine, ou au contraire des températures qui grimpent, ou des vannes qui s'ouvrent, c'est un coût économique, certes, mais c'est un coût environnemental et ça a potentiellement un coût sur la vie humaine. Donc évidemment, c'est un des sujets de préoccupation et de criticité. Alors pour tenter d'y répondre, les 5 positions sur lesquelles on va essayer de se placer, c'est d'une part la notion de protection, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que j'ai à protéger. Vous avez, on l'a dit tout à l'heure sur les données personnelles, effectivement, ça suppose déjà que vous sachiez ce que c'est qu'une donnée personnelle et savoir où elle se trouve. Pareil, quand vous avez des données financières ou des secrets de fabrication, il faut savoir en quoi ils consistent et puis où ils se trouvent. Ensuite, il va falloir, donc, de manière à proportionner le niveau de sécurité à cet actif que vous souhaitez protéger. Deuxièmement, il va y avoir la question de la détection. Je l'ai dit, c'est vain d'avoir des actifs que vous avez identifiés, des bijoux de famille, si vous n'avez pas un outil ou quelqu'un ou une structure capable de savoir ce qui se passe chez vous. Est-ce que quelqu'un est en train de lire mes données ? Est-ce que quelqu'un est en train de modifier mes données ? Est-ce que quelqu'un est en train d'extraire mes données ? Est-ce que quelqu'un est en train de détruire mes données ? Une fois que vous avez fait ce constat, un peu comme la vigie dans la forêt qui va regarder avec ses jumelles, donc c'est la détection, il faut une brigade de sapeurs-pompiers, c'est-à-dire il faut quelqu'un qui va se déplacer, et il faut des personnels, il faut une expertise, il faut une disponibilité en nombre, en localisation géographique, en expertise pour être capable de faire les premiers gestes
on est totalement dans la logique des gestes de premier secours, c'est-à-dire que si vous sauvegardez dans les bons moments, vous déconnectez ce qu'il faut, etc. Voilà, il y a des actions à faire, alors des actions qui peuvent être faites à distance, puis des actions, il faut se déplacer sur le terrain, il faut voir si ce qu'on a sur les écrans correspond à ce qu'on a physiquement dans les infrastructures, voir éventuellement la sécurité physique. Ici, à la Commission Sûreté, vous devez comprendre que c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'il faut avoir la sécurité des accès des personnes, des biens sur les bâtiments, ça se combine, et donc effectivement la capacité d'intervention. Ça va nous permettre, ces 3 étapes, de nourrir une capacité d'anticipation. Alors, on ne faut pas fantasmer sur l'intelligence artificielle. Dans la cyber, il faut y être très, très, très prudent parce que, comme vous le savez, en sécurité, l'attaquant adore la routine du gardien. Vous faites les mêmes rondes aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Le pirate et le voleur, il adore parce qu'il va observer l'entrepôt, il va s'apercevoir que la ronde passe au même endroit à la même heure chaque jour. Il va passer juste après le passage de la ronde et il sait que si c'est toutes les 2 heures, il a 1h45 pour conduire ses actions malveillantes. Donc, l'intelligence artificielle, elle se nourrit de données constantes, de données nombreuses, de données harmonisées. Il est évident que le pirate, lui, il a des comportements erratiques, inhabituels. Donc, voilà, à détecter, c'est pour ça nous, on croit beaucoup plus au machine learning. Je vais utiliser la masse des données disponibles. Je vais écrire des scénarios qui vont permettre de faire émerger des points de signalement et c'est aux analystes, des humains, qui vont comprendre la perversion humaine, ou en tout cas l'état d'esprit humain qui va faire qu'on va pouvoir s'adapter à cet environnement. Et donc, pareil, une fois qu'on aura mieux compris l'anticipation, on identifiera d'autant mieux et ce sera d'autant plus efficace. On va être dans un univers où, en fait, il y a une pluralité d'acteurs. Une pluralité d'acteurs qui vont commencer à rentrer. On parle des cabinets d'audit, on parle des acteurs des télécoms, on va avoir des gens qui vont intégrer des technologies développées par d'autres. Et donc, c'est vrai que voilà, il faut avoir des interlocuteurs crédibles et puis surtout qui comprennent l'environnement parce qu'une grande entreprise industrielle, c'est des process de production, c'est des supply chains spécifiques, c'est des fournisseurs qui sont propres à cet univers. Donc, effectivement, le fait d'avoir des hyper spécialistes, c'est une chose, mais il vaut mieux également quand même avoir une culture d'intégration et de comprendre qu'en fait, on est sur des systèmes d'information, on est sur des moyens de communication, au final, assez conventionnels. C'est juste qu'il faut comprendre la combinaison entre ces différents éléments que j'évoquais, c'est-à-dire l'identification, la détection, la réaction et ensuite, autant que possible, un peu d'anticipation. Concrètement, pour vos organisations, ça veut dire quoi ? Il faut se poser les questions, déjà d'être conscient, et le fait de participer à un séminaire comme celui-ci, c'est certainement pour une étape conséquente dans la prise de conscience, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme actifs, où sont-ils, qui a la main dessus, qui peut les utiliser, les exploiter, les modifier, ensuite avoir un espèce d'état de santé, check-up, très bien, comment j'évalue mon niveau de protection? Est-ce que c'est une maison des courants d'air? Est-ce qu'il y a des ports, dans le cadre de systèmes informatiques, qui sont des portes d'entrée qu'on a ouverts? Qui a accès à quoi pour faire quoi? Et donc, ensuite, une fois qu'on a cet état des lieux, cette photographie de l'état initial, on va déployer des outils de protection qui doivent être aussi en conformité avec la réglementation. Donc, c'est vrai que c'est important et c'est là où on va effectivement avoir la combinaison entre la sûreté, la cybersécurité et le légal et la conformité, avec inévitablement une contribution des RH parce qu'il faudra ensuite que cette pratique, cette connaissance soit diffusée auprès des collaborateurs. Je parlais de la capacité de détection qui va être importante. Qu'est-ce qu'on prend comme outil pour les mettre où, pour regarder quoi? C'est des vraies questions managériales, c'est des vraies questions de stratégie qui concernent évidemment les gens qui gèrent du numérique, mais évidemment, il faut y associer les métiers parce que c'est eux qui vont pouvoir hiérarchiser les actifs, qui vont pouvoir dire ça, je peux le remplacer. Prenez votre discothèque à la maison. Avant, votre discothèque, elle était sacrée. Aujourd'hui, si vous avez basculé dans la musique numérisée avec des plateformes, l'actif reste important, mais on a un moyen de substitution. Si vous avez vos identifiants, votre mot de passe, vous pouvez reconstituer votre patrimoine de musique n'importe où dans le monde. Donc, on voit bien que la disponibilité d'outils peut avoir fait évoluer la criticité de certains actifs et donc, c'est pareil pour des activités numériques si elles ont été dupliquées à d'autres endroits avec d'autres protections. Ce qu'il faut garder à l'esprit, et je reviens un peu sur mon propos initial en disant que la nature de vos activités ne vous protège pas,
Vous pouvez dire, je prends l'exemple parce qu'il s'avère qu'on est intervenu dans le cas d'Orange Cyberdéfense, l'incendie de Notre-Dame n'était toujours pas terminé. L'État français a désigné une structure privée, la Fondation du patrimoine, pour être destinataire des fonds. Et ce qui fait qu'à l'échelle mondiale, on a entendu parler de l'Institut de la Fondation du patrimoine. PayPal, Amazon ont fait des appels aux dons sur leur page Internet. C'est une structure qui, c'est une association, enfin, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, très paisible. Son métier, c'est de recevoir de l'argent pour restaurer des monuments historiques. Donc, quelque chose de très consensuel, de très, j'allais dire, harmonieux, plutôt accueilli avec bienveillance par les gens. C'est des dons, c'est du mécénat pour entretenir un patrimoine culturel. Donc, des gens qui, en principe, se sentaient totalement en dehors de la cybermenace. Le fait que des sommes évoquées concernant les dons des milliardaires, de grandes multinationales, des États envers Notre-Dame, a fait qu'en quelques heures, cette structure a basculé au cœur de cyberattaques, d'usurpation d'identité. En fait, toute la panoplie de ce que je vous ai décrit comme menace, c'est-à-dire des fraudes à l'identité, des usurpations, des tentatives de saturation de son site Internet, des créations de sites concurrents, des applications usurpant sa marque, tout ça en même temps. Et donc, c'est vrai que c'est assez déroutant de voir que quand une menace émerge, elle peut démarrer assez vite. Alors, je n'ose pas faire l'analogie avec un incendie, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire une propagation. Et donc, même des gens qui pouvaient considérer que leur taille, la nature de leur activité les protégeait assez rapidement. On l'a vu également au moment de la crise sanitaire, où des attaques en France, à l'étranger, ont visé des hôpitaux. Nous, on a pris une initiative qui a été effectivement de dire aux hôpitaux, écoutez, souvent, vous n'avez pas les équipements, vous n'avez pas les budgets. Si vous avez un problème, on va vous aider. Voilà, on a juste ouvert un numéro de téléphone et en disant, on viendra vous aider. Un peu comme la caserne de pompiers en cas de problème. Et donc, c'est typiquement dans l'idée de se dire des gens qui ignoraient ou étaient à côté de la démarche cyber. Alors, il s'avère que là, en raison du contexte, on est intervenu de manière rapide et désintéressée. Mais c'est vrai que voilà, ça peut devenir assez rapidement une réalité liée aux circonstances politiques, liée au fait que les pirates vont trouver une technologie qui correspond à la nature de vos équipements. Et donc, effectivement, par interconnexion, ça peut devenir une crise. Dernier élément, pour garder à l'esprit dans la réponse, pour être un peu dans le positif, en fait, on prend des initiatives. On en a une qui va émerger en France et on a vocation après à ce qu'elle essaime alors un peu partout, enfin à plusieurs endroits du territoire français. C'est d'avoir un lieu et ça vous montre un peu la nécessaire originalité qu'on doit avoir quand on va bâtir ce type de réponse. En fait, c'est à l'initiative du président de la République, Orange Cyberdéfense, le président d'Orange Cyberdéfense a été choisi pour créer un lieu qui va ouvrir ses portes. Donc ça y est, maintenant ce lieu a été déterminé physiquement. Il va ouvrir ses portes à l'automne 2021, donc dans une dizaine de mois, où on va réunir des grandes entreprises fournisseurs de solutions de cybersécurité, des startups, des PME, les services de l'État et également des entreprises utilisatrices, c'est-à-dire des entreprises dont le métier, ils peuvent être dans le luxe, ils peuvent être dans l'énergie, la banque, ont intérêt, à côté des équipes de recherche et des formations qui seront rassemblées, d'avoir tout cet écosystème sur place. Et en fait, la diversité des acteurs que j'évoquais jusqu'à présent, on va essayer de le reconstituer dans ce campus, de manière à voir comment on peut initier des nouvelles ripostes, alors qui vont être créatives parce qu'elles vont réunir à la fois des acteurs privés, des acteurs publics, des utilisateurs et des chercheurs. Deuxièmement, de fonder ça sur la réactivité, puisque le fait que les gens travaillent au même endroit, ils vont se connaître, ils vont créer des interactions, et donc de susciter des ripostes plus rapides, et de la même manière que les pirates savent opportunément surfer d'un pays à un autre, utiliser des technologies variées. Voilà, ça va être cette idée d'avancer, et donc c'est une initiative intéressante parce que ça va nous permettre de créer des réponses à une problématique qui est opportuniste, évolutive, et puis qui peut mettre effectivement en difficulté nos organisations, quelle que soit leur taille, leur localisation ou leur domaine d'activité. Voilà. Désolé pour ce tour d'horizon qui est forcément météoritique et rapide, mais l'idée était de vous permettre d'avoir accès à cette information de manière à ce que vous soyez familiarisés, quel que soit. Alors, vous êtes évidemment à la commission sûreté, donc la notion de risque, elle vous est familière. Et pour vous dire qu'effectivement, le territoire africain est un lieu, effectivement, alors comme l'a dit Étienne en introduction, est un lieu les Africains ont su aussi saisir les opportunités, les criminels et les délinquants africains saisir les opportunités, mais que l'Afrique qui se numérise de manière
active et systémique doit être effectivement au cœur de la connaissance dans cet univers qui peut constituer des fragilisations. Merci Nicolas de cette intervention très très intéressante. Moi je rajouterais avant qu'on passe aux questions qu'il faut retenir une chose qui est complètement qui est très importante que tu as évoquée, mais je veux insister dessus parce que contrairement à la sûreté où en général c'est sur un endroit, un entrepôt, une usine, une entreprise, la cybercriminalité peut naître en Ukraine, avoir des impacts en Afrique et dans le monde entier. Et c'est important à cette notion de géographie. Il y a, le réseau informatique est mondial et en fait un impact, un effet, une cyberattaque créée dans un endroit du monde peut avoir des conséquences ailleurs. Et donc, on va aller chercher le maillon faible, comme tu le disais. Le maillon faible, c'est les sous-traitants, etc. C'est là où on va mettre ce piège, cette cyberattaque, on va la mettre en œuvre pour pouvoir attaquer des plus gros, les plus gros qui, eux, sont beaucoup plus entraînés et ont prévu tout ça. Il y a aussi la notion de temps qui est très importante sur le fait de dire on peut mettre un virus des mois et des mois avant sans qu'on s'en rende compte, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très pervers. Voilà. Donc une des solutions, c'est vraiment, je pense, la sensibilisation des personnels, quelle qu'elle soit, parce que la menace elle est interne et externe bien sûr, et la sensibilisation des personnels par des formations, par des e-learning, par des choses, c'est vraiment fondamental. Nicolas, j'ai une première question. Dans les organisations, dans toutes nos organisations, comment on peut s'entraîner à la cybersécurité quand on ne s'appelle pas un grand groupe et qu'on n'a pas forcément des moyens énormes? Alors, en fait, il y a plusieurs solutions. Déjà, effectivement, il y a deux actions. La première, c'est, comme je l'ai dit, de conduire un exercice d'introspection, en quelque sorte, de se dire qu'est-ce qui a vraiment de la valeur chez moi. Alors la valeur, c'est quelquefois de la valeur économique et puis également de la valeur au regard, je l'ai dit, de la législation, parce que vos données, je prenais l'exemple des données personnelles avec des sanctions concernant les pertes ou le vol de données, il s'avère que le corpus, si on est avec par exemple des ressortissants européens ou des données européennes, ou même par rapport à ce que certains pays d'Afrique, je reprends l'exemple du Maroc, ont mis en place, il y a des sanctions possibles. Donc avoir une conscience de ce qu'on a comme outils et comme données. Deuxièmement, de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux préparer si à un moment, tel fichier est indisponible. Ah bah tiens, je vais mettre en place peut-être des systèmes de sauvegarde. Simplement, il faut que ces sauvegardes ne soient pas sur les mêmes infrastructures que là où il y a le fichier principal. Ensuite, on va essayer, une fois qu'on va essayer de mettre en place ces règles, après de se doter d'outils de chiffrement, par exemple, lorsqu'on voyage. On parle de le réseau privé virtuel. Le fait de dire effectivement, je vais éviter de me connecter à des Wi-Fi non protégés. Ensuite, une fois qu'on aura mis en place un certain nombre de règles, et c'est pour ça que ça vaut, quelle que soit la taille, et là c'est une mission d'audit assez simple, d'avoir une photographie de l'état de cybersécurité de manière à prioriser les choses, parce qu'il ne s'agit pas de tout mettre au plus haut niveau d'intensité, tout dans une cage de Faraday. Par contre, d'avoir une vraie conscience de ce qui est le plus critique chez soi, de manière à faire en sorte de ne pas subir une attaque qui, à ce moment-là, pourrait mettre en difficulté. On a hélas, chaque mois, des cas d'entreprises dont les actifs sont vraiment mis hors d'état de fonctionner. Là, j'ai un cabinet d'architecture en tête. Tous ces plans, tous ces devis, qui est une ETI de l'architecture, qui a des contrats à l'échelle internationale, enfin en Europe et en Afrique, elle a tout son actif et c'est vrai qu'elle a été tétanisée parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas d'équipe de ressources et il s'avère que son activité, elle est numérique parce que les plans, les appels d'offres, la comptabilité, la liste des prestataires avec lesquels ils travaillent, etc., tout était numérisé. Donc, il faut en être conscient et ensuite, progressivement, consolider, hausser un peu les sacs de sable autour de la structure et après de faire des tests, un test de pénétration, de se dire, voilà, comme ça, je mesure, j'éprouve le niveau de sécurité et donc j'identifie les failles les plus critiques et au fur et à mesure je colmate
de manière à être un peu consolidé. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un travail continu. Donc, on n'est pas dans quelque chose où voilà, il faut éviter le syndrome de la ligne Maginot. Vous savez, cette ligne qui a été construite en disant ils ne passeront pas, parce que qu'a fait les attaquants, les Allemands en l'espèce, ils ont contourné la ligne et ça leur a pris un peu plus de temps. Mais voilà. Et donc, il faut avoir cette culture de l'amélioration continue. Merci. Est-ce que dans l'assistance, on a des questions, des anecdotes, des cas concrets, quelque chose que vous souhaitez partager? Vous pouvez ouvrir vos micros hein, ou poser la question. Sinon, en général, quand on parle de sûreté et de cybermenaces, en fait, c'est un travail transverse entre les différents services, oui. Entre les RH, etc. Et je pense que ça, c'est des choses, dans l'anticipation à la gestion de crise, c'est important d'y travailler. C'est important parce que, en fait, dans le domaine de la sûreté physique, alors évidemment, les autres collaborateurs peuvent prendre des initiatives. Mais dans la particularité du numérique, c'est qu'aujourd'hui, la facilité d'accès de certaines solutions va faire qu'un directeur marketing, un directeur des ressources humaines va pouvoir à un moment, il a un besoin. Je sais pas, un directeur marketing veut faire une campagne de promotionnelle ponctuelle, il s'y prend peut-être un peu tard, il n'a pas le temps il se dit si je vais voir mon collègue de la DSI, il va peut-être me dire c'est compliqué, ça va être cher, je ne suis pas sûr de pouvoir avoir les bons logiciels. Le directeur marketing trouve en surfant quelques minutes sur Internet une solution, va lui transférer les données des fichiers clients de manière à pouvoir mener sa campagne de promotion, va éventuellement ouvrir certains accès techniques qui ne sont pas des manipulations très complexes, mais en fait, il va ainsi ouvrir des fronts supplémentaires. Et si la solution qui a été choisie, elle est facilement dupliquée, elle est facilement exploitable, et d'ailleurs, quelquefois, elle est gratuite ou très peu chère, en fait, il n'y aura pas de filtre, par exemple, de la direction financière qui disait mais est-ce que tu as fait un appel d'offres pour utiliser cette solution, ou il n'y aura pas un recours à l'équipe IT informatique, parce qu'en fait, le directeur marketing, et je n'ai rien contre les directeurs marketing, mais pourra lui-même, malgré éventuellement s'il a peu ou pas de connaissances informatiques, mais gérer cette base parce que l'outil a été créé par l'éditeur pour être justement très facilement exploitable par un non-technicien. Et donc, ça veut dire que les métiers peuvent, sans penser à mal, ouvrir des fronts supplémentaires. Un peu comme voilà, s'ils ouvraient un entrepôt tout seuls ou s'ils allaient stocker des produits de haute valeur, mais par eux-mêmes, sans forcément avoir besoin de solliciter l'aide d'autres collaborateurs, ni d'avoir mobilisé des ressources financières. Donc, le risque, c'est que les équipes sécurité et cybersécurité découvrent cette extension non maîtrisée de l'écosystème de l'entreprise à l'occasion d'une crise et à l'occasion d'une attaque. Et donc, c'est la raison pour laquelle, voilà pourquoi on ne peut pas confier la seule cybersécurité à la seule équipe sûreté ou cybersécurité, parce que c'est chacun par ses pratiques du quotidien. Là, par exemple, vous voyez, vous allez recevoir des cartes de vœux gratuites offertes par vos clients, vos interlocuteurs qui seront très heureux de vous offrir un petit sapin de Noël qui va, ou des vœux de bonne année avec une pluie d'étoiles et des comètes qui traverseront votre écran. Bon, ils auront trouvé ça sur des plateformes gratuites. Alors qu'en fait, dès lors que le petit Père Noël va se déplacer ou que la pluie d'étoiles va s'activer, ça suppose que le message ait une charge active en termes informatiques. Et évidemment, c'est très sympathique, simplement personne n'est allé auditer le contenu de cette carte de vœux qu'un humaniste, quelqu'un de très généreux, a mis à disposition sur Internet. Et c'est vrai que, évidemment, il n'y a pas d'intention de nuire de la part de celui ou celle qui a choisi cette carte de vœux trouvée gratuitement. Il n'y a pas d'intention de nuire à celui qui va le recevoir. Simplement, par une non prise en compte du risque numérique, on a cette espèce de charge active qui va être portée par un responsable ou une responsable d'entreprise qui va appuyer de sa crédibilité la qualité de cet outil. Et donc, quand il va s'adresser à son interlocuteur, si l'interlocuteur n'ouvre pas, il va dire non, je n'ai pas envie de vexer tel ou tel qui est mon interlocuteur, mon fournisseur, mon partenaire, etc. Donc, je vais cliquer sur ce lien. Et donc, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une fragilisation, mais qui est totalement involontaire et qui, bien sûr, n'est pas délibérée. Et donc, c'est vrai que il faut comprendre ce risque de manière à se dire, tiens, ça, on évite. Il vaut mieux fournir, alors c'est une anecdote, mais une carte de vœux officielle à fournir plutôt que de dire, allez télécharger n'importe quoi. Si vous les recevez,
bon, bah, très bien, vous remerciez un tel parce que vous avez vu que c'était l'émetteur, mais vous n'êtes pas obligé de cliquer sur la carte de vœux électronique, etc. etc. C'est-à-dire que de faire en sorte que chacun, dès lors qu'on met à sa disposition une connexion, en fait, ait une culture du risque numérique. De la même manière qu'il faut que chacun, quel que soit son grade, son rang hiérarchique, se dise, tiens, si j'ai cliqué sur un lien, j'ai un doute. J'ai téléchargé une pièce jointe, j'ai un doute. Je sais à qui m'adresser dans l'organisation et il y a une procédure, il y a un numéro d'urgence à appeler qui fait que plutôt que de dissimuler en disant non mais ça ne se verra pas, en fait on va prévenir. C'est le principe du départ de feu. Un départ de feu, si vous êtes à côté du départ de feu, il faut 2 seaux d'eau pour l'éteindre. Si vous n'êtes pas là ou si vous n'avez pas eu les bons gestes, il faut des canadaires, des avions et vous avez des dégâts considérables. Donc l'idée c'est vraiment de se dire quel que soit le grade, quelle que soit la fonction, évidemment, la seule émission d'une règle qui serait de dire n'ouvrez jamais le mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou s'il y a une pièce jointe, ne tient pas. Vous êtes commercial dans une direction commerciale, votre métier, c'est tous les jours de recevoir, et on vous le souhaite, des emails de gens que vous ne connaissez pas, des prospects avec des pièces jointes, c'est-à-dire des commandes éventuellement. Pareil pour un service RH. Son métier, c'est de recevoir tous les jours des emails de candidats, et on le souhaite, ça veut dire qu'elle recrute, et qui ont des pièces jointes qui sont des CV. Donc, on ne peut pas dire à l'entreprise, par contre, ça suppose de dire peut-être que les postes de travail du marketing, on va les isoler. Les postes du travail du commerce, on va les isoler. Des métiers de la chaîne de production, des actifs financiers de l'entreprise. Donc, c'est une réflexion qui est beaucoup de bon sens. Et après, des applications pratiques qui ne sont pas forcément très coûteuses, mais qui, par contre, exigent d'être prises en compte assez en amont pour justement préserver. C'est le principe du cloisonnement. Les bateaux, avant le Titanic, vous aviez des coques ouvertes et que, évidemment, quand vous tapiez un rocher ou un iceberg, la coque se remplissait d'eau, le bateau coulait. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait des cloisons étanches. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si à un moment il y a une voie d'eau, c'est-à-dire qu'on va taper, il y aura un trou dans la coque. Je ne peux pas empêcher le trou dans la coque parce que quelquefois, on tape contre un quai, on tape contre un rocher, on tape contre un iceberg. Bon, très bien. C'est ce caisson qui va être inondé. Mais le reste, alors évidemment, la navigation va être un peu moins confortable. Mais en tout cas, la salubrité, la sécurité du bateau ne sera pas affectée et on pourra le ramener au port pour conduire et procéder aux réparations. C'est exactement la même chose dans une organisation. Il faut miser sur l'éducation, la formation et la responsabilité de chacun. Voilà, de ne pas blâmer ou stigmatiser quelqu'un qui aurait commis un acte un peu problématique et lui dire non, très bien, tu as fait une maladresse, une imprécision, mais signale-le tôt. On t'isole, on cloisonne ton IT et ensuite que ça évite une propagation et une infection de grande ampleur. Merci. On a une question, c'est comment les assurances évaluent les risques cyber pour couvrir les risques d'exploitation de la société? Alors, l'assurance cyber, c'est un peu un serpent de mer. C'est un fantasme ancien. Alors, là, par contre, quand je dis un fantasme, c'est qu'il va peut-être finir par se concrétiser au fur et à mesure. La difficulté avec une assurance, c'est que vous connaissez tous, en tant que responsable sûreté, la problématique d'une assurance. C'est il faut que j'évalue un risque et je mets une garantie financière en face. Si vous dites à une entreprise, c'est comme ça que, par exemple, il s'avère qu'à Paris, on vole un vélomoteur sur 2. Bon. Donc, la police d'assurance d'un vélomoteur, ce n'est pas très compliqué, c'est 50% du prix du vélomoteur, parce que 1 sur 2, il faut pouvoir le rembourser, plus un peu les frais de fonctionnement de la compagnie d'assurance. Bon. Si vous dites à une entreprise ou à une compagnie d'assurance, potentiellement avec une cyberattaque, vous pouvez détruire une entreprise. L'assureur va appliquer ses règles et va vous dire c'est pas très compliqué, pour faire la prime d'assurance, c'est la valeur de l'entreprise. Voilà. Et tous les ans, parce que si tous les ans vous risquez de perdre votre boîte, il faut que. Donc vous doutez bien qu'une prime d'assurance qui serait du montant de la valeur de l'entreprise n'a aucune chance d'être commercialisée. Ça ne tient pas la route. Bon. Donc, il faut avoir une double réflexion. Quels sont les actifs qui ont le plus de valeur et qui méritent le bénéfice d'une police d'assurance? Et deuxièmement, et là, on fait tout à fait l'analogie avec la sécurité classique, c'est-à-dire la sûreté classique. C'est-à-dire que, évidemment, il faut que j'ai une porte blindée. C'est-à-dire que quand vous avez une porte 3, 4, 5 points, vous êtes assuré ou mieux assuré que quand vous avez un petit loquet pour fermer votre porte. Bon. Donc, l'assurance sera d'autant… Pourquoi? Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'une part majoritaire des attaques ne vise pas délibérément une entreprise ou une organisation. Soit c'est la nature de votre équipement, le pirate savait cambrioler l'équipement dont vous êtes détenteur, pas de chance.
où il s'avère que par opportunisme, il y avait une porte ouverte, un peu comme quelqu'un qui essaierait dans un immeuble toutes les portes de l'immeuble et puis qui à un moment va, en secouant une des portes, voit la plus fragile et décide de cambrioler cet appartement-là parce que c'est celui qui est le moins bien protégé. Et donc, c'est dans un grand nombre de cas votre faiblesse qui vous désigne comme cible. Et donc, c'est vrai que si on a haussé le niveau de sécurité, bah, en principe, le pirate, qui n'est pas plus vaillant qu'un autre, en tout cas le tout venant des cyberattaquants, ira ailleurs. Et si sa technique ne marche pas, surtout si lui n'est pas un spécialiste, il ne fait qu'exploiter une technologie de piratage qui a été développée par d'autres. On parle de script kiddies, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser une technologie qu'ils ne maîtrisent pas, mais un peu comme si je vous ai un kit pour ouvrir une voiture. Bon, vous savez utiliser le kit. Bon, à partir du moment où si les constructeurs mettaient en place un outil contre ce, en fait, vous n'êtes pas un spécialiste du vol de voiture. C'est juste qu'on vous a donné l'outil. Tant que cet outil fonctionne, vous savez le faire. Et donc, c'est vrai qu'on commence à voir les polices d'assurance au fur et à mesure que les entreprises ont une vision plus claire de ce qu'elles veulent protéger. On commençait à mettre en place des outils et donc les tarifs, j'allais dire, en fait, la logique d'actuariat, c'est-à-dire que comment je mesure un risque et commence à gagner en maturité. Voilà. Par contre, on ne pourrait pas être économiquement sur, je peux rembourser l'intégralité. Alors, on a des contentieux aujourd'hui avec des entreprises. Je pense à une entreprise comme Mondelez, alors qui fabrique, qui est un gros de l'agroalimentaire, qui fait des barres chocolatées, des bonbons, enfin tout ce qui n'est pas bon pour pour le poids et les caries. Mondelez, à l'occasion d'une très grande attaque, une attaque de grande ampleur qui est intervenue il y a 1 an et demi, avait vu ses usines mises hors d'état de fonctionner, avait subi des pertes, et il s'avère que les médias, dans la presse, avaient attribué cette attaque informatique mondiale internationale de grande ampleur à un État. Alors, les médias disaient que la Russie pouvait être partie prenante. Et en fait, quand Mondelez est allé voir Zurich Assurance, qui est donc son assureur, en disant voilà, j'ai subi des dommages liés au dysfonctionnement de mes usines infectées par ce logiciel malveillant, est-ce que vous pouvez, merci de me rembourser dans le cadre de la police globale? Ils n'avaient pas une police cyber, mais ils avaient une police dommages classique. Et en fait, Zurich Assurance a dit non, parce que il a été écrit, l'analyse de la communauté des observateurs dit c'est une state-sponsored attack, une attaque sponsorisée par un État. C'est un acte de guerre. Et moi, acte de guerre, hop, vous avez vu dans mon règlement, il y a écrit en bas à droite que les actes de guerre ne sont pas pris en charge par mon assurance. Bon. Et donc, en fait, Mondelez a décidé de poursuivre Zurich Assurance. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'effectivement, la question de l'attribution de l'attaque est un vrai sujet technique et géopolitique. Et donc, effectivement, de voir comment ça va être tranché, même si de plus en plus, les compagnies essayent, et on est en train, nous, de voir pour accompagner, pour faire l'audit, justement, pour évaluer au plus juste des polices d'assurance qui soient spécifiques à la menace cyber, mais qui donc avoir d'autres règles d'évaluation. Et merci. On a une autre question. Alors, attention, celle-là, elle n'est pas simple. Comment gérez-vous la pénurie de compétences en SSI, surtout en Afrique? Alors, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Alors, en France, on mise sur la formation avec des formations internes qu'on a créées, qu'on a développées en Europe. On a créé des diplômes au Conservatoire national des arts et métiers, parce qu'il y a des diplômes internes et puis des diplômes publics. Donc là, c'est un diplôme d'État. On encourage nos collaborateurs à aller enseigner dans les écoles d'informatique. On a suscité la création de ce campus cyber, évidemment en France. On encourage nos filiales dans différents pays à être assez proches de l'écosystème. Au sein d'Orange, qui est une grande maison de 150 000 personnes à peu près, il y a des métiers qui sont en évolution, qui sont peut-être moins nécessaires d'avoir de la main-d'œuvre. Et donc, on souhaite pouvoir proposer des formations de manière, par exemple, qu'un ingénieur réseau puisse acquérir une expérience. Ça nous intéresse beaucoup. Après, bon, on a 2-3 sujets sociaux à gérer, mais ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des gens qui sont loyaux à l'entreprise. Et donc, dans la notion d'éthique que j'évoquais en introduction, c'est des qualités qui nous sont utiles et qui sont recherchées. Alors, pour la formation en Afrique, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Vous savez qu'a été ouverte une école, alors qui est encore en cours de consolidation à Dakar sur la cybersécurité. Pour l'instant, effectivement, c'est un vrai sujet. On est très preneur. Il s'avère que pour l'instant, on a pas mal de... on a également... Alors il y a des Africains qui viennent en France faire une dernière année de spécialisation. Pour l'instant, effectivement, le recrutement est un vrai sujet. Et je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on fait déjà en France et en Europe, c'est-à-dire se rapprocher de centres de formation. Je sais qu'on est partenaire
On est partenaire au Maroc, notamment d'universités, de manière à avoir autant que possible justement déjà la connaissance. La particularité en cyber, juste pour vous faire ce propos, en Europe et en France, enfin en France et en Europe, c'est encore évidemment pas encore à ce stade-là en Afrique, c'est que les formations existent. Ce n'est pas un problème de pénurie de formation, c'est un problème de remplir ces formations. C'est-à-dire que les formations existent, simplement il n'y a pas suffisamment de candidats à l'intérieur. Donc vous voyez, le problème n'est pas tellement enfin, je parle là pour la France et pour l'Europe. Par contre, c'est vrai que pour les cursus, on va essayer de voir comment, au fur et à mesure qu'on a des équipes localement, c'est le cas en Afrique du Sud, c'est le cas au Maroc, effectivement, de se rapprocher des centres de formation locaux. C'est le cas au Caire, pardon, évidemment, puisque avec 2 universités au Caire, on est partenaire d'informatique. Et Sandrine, tu as une question sur les flottes de portables. Oui, Arnaud, parce que tout à l'heure, on a dit que les téléphones portables pouvaient être aussi sujets de cyberattaque. Donc, est-ce que dans une entreprise, il y a des moyens de vérifier la flotte de portables des collaborateurs? Est-ce qu'il y a des antivirus pour les téléphones portables? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, il existe, exactement, je l'ai dit, un téléphone portable, c'est un smartphone, c'est un petit ordinateur. Donc, évidemment, il y a des antivirus. Alors, au-delà de l'antivirus, parce que l'antivirus, c'est vraiment la dimension. Alors, c'est nécessaire, mais c'est vraiment un niveau basique, alors, intéressant, hein, mais basique de sécurité. On a effectivement, effectivement, c'est des services par contre qui se vendent, bien sûr, mais on a des applications qui permettent d'avoir un check-up continu de l'état de sécurité du téléphone, en termes d'extraction de données, en termes de, on peut avoir une vraie, vous voyez, enfin là je ne vais pas vous faire de promotion pour une solution, mais effectivement sur les téléphones, on va avoir effectivement des problématiques, surtout que ce qui est intéressant, c'est que l'analyse va pouvoir se faire en continu. Un téléphone, contrairement à un ordinateur éventuellement mis dans un site de production avec peu de mise à jour, enfin un nombre limité d'utilisateurs, un téléphone c'est un objet vivant numériquement parce que vous recevez les mises à jour déjà de la plateforme de l'éditeur de téléphone, vous recevez les applications, vous recevez des emails, c'est un bouillon de culture, un téléphone, un smartphone. Et donc c'est vrai que d'avoir à la fois en régularité d'audit, enfin, et d'analyse, et également en mise à jour des solutions de supervision, ça demande un peu de techno. Alors, c'est des solutions qui permettent de tourner en fond de tâche, mais qui permettent régulièrement, et d'ailleurs se lancer avec un système qui permet soit de lancer automatiquement l'analyse à des rythmes réguliers qui ont été prévus, ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, etc. Ou quand à un moment vous avez un doute, voilà, d'appuyer, vous voyez, voilà, la promotion, voilà, et il tourne de manière à faire en sorte, et à un moment, il va vous faire un état des lieux, et effectivement de mettre à jour et de tourner, et on peut l'espérer, il était vert il y a quelques minutes, voilà, là, il est en train de retourner, il cherche les Wi-Fi, les applications installées, et donc c'est un outil qui effectivement répond à des, voilà, vous voyez, bonne nouvelle sur ce téléphone-là qui est tout beau, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça me rassure autant que vous, mais effectivement de se dire, voilà, c'est un point d'infection, et surtout qui est extrêmement sollicité au fur et à mesure de tous les usages numériques qu'on a de ce téléphone, en y ajoutant des applications et en recevant constamment des messages dessus. Alors, je précise que sur le site de l'ANSSI, il y a des applications qui sont validées par l'ANSSI, oui. Qui sont gratuites la plupart du temps et qui permettent de faire la gestion des mots de passe, la gestion des réseaux Wi-Fi, etc. Ça, je pourrais donc soit vous allez directement sur le site de l'ANSSI, soit j'en ai un certain nombre à proposer. Alors après, Orange en propose peut-être aussi, je pense. Voilà, en fait, la question du site gratuit, c'est toujours la même chose. Enfin, la gratuité, c'est très bien. C'est que vous vous doutez bien que l'éditeur qui fournit une solution gratuite, il doit avoir un modèle économique quelque part. Voilà. Donc, c'est un arbitrage à faire. Il y a des solutions gratuites qui peuvent donner satisfaction pour certaines dimensions. C'est après la question effectivement de priorité stratégique et de capacité de la part des entreprises. Voilà. Et puis aussi de qu'est-ce que j'ai à protéger. Si, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi, je voudrais insister aussi sur la partie on est tous en télétravail, on est tous à distance, sur nos Wi-Fi perso, sur dans nos domiciles, etc. Et c'est très important de sensibiliser les collaborateurs à cette notion de
de difficulté et de danger de mélanger le personnel et le professionnel sur nos ordinateurs et sur nos smartphones. Je ne sais pas si on peut en parler longtemps, mais c'est juste pour bien attirer l'attention là-dessus. Alors, effectivement, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un concept qu'on a appelé le Bring Your Own Device, apporter son propre équipement. Là, on l'a amplifié avec le Bring Your Own Network, c'est-à-dire qu'il faut apporter également sa connexion Internet, celle du domicile, celle qui va être partagée éventuellement avec d'autres membres de la famille. Et donc, c'est vrai qu'en fait, il y a deux choses qu'il faut avoir à l'esprit. Alors là, nous vivons, je ne sais pas où sont nos interlocuteurs, si forcément dans des pays confinés ou pas encore confinés ou plus confinés, mais en tout cas, c'est un phénomène, et sans être jouer les oiseaux de mauvais augure, il est possible qu'au cours des prochains mois, j'ose l'espérer pas dans les prochaines années, mais en tout cas dans les prochains mois, on soit amené à revenir à des phénomènes de confinement temporaire, partiel, etc. Mais bon, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut désormais structurer et intégrer. Donc c'est vrai que se pose la question d'une part des outils de travail, ensuite des applications qui sont choisies en termes de fonctionnalité, en termes de robustesse, en termes de confidentialité, de manière à avoir une vraie réflexion sur le sujet, là encore, quitte à ce que cette situation perdure, autant qu'elle se fasse et qu'elle s'accompagne dans les meilleures conditions. Et deuxièmement, de penser également à la notion de déconfinement numérique. C'est-à-dire que quand des équipements, des applications ont été choisies un peu à la hâte, un peu sous le coup de la pression, de la rapidité, de la soudaineté du confinement, de se dire, tiens, parce qu'on a eu pas mal d'éditeurs de solutions offrir au tout début de la crise leurs produits gratuitement. Bon, c'était très généreux, très formidable et très sympathique. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce qui est vraiment utile? Qu'est-ce qui fait doublon ou qu'est-ce qui est inutile? Donc, qu'est-ce qui est, alors j'ose pas dire dangereux, mais qui peut représenter une exposition au risque peut-être trop importante. Donc, d'avoir une vraie réflexion, de se dire qu'est-ce que je dois garder? Ce à quoi je dois renoncer, ou en tout cas modifier, et de manière à faire en sorte que cette situation provisoire puisse, parce que au-delà de la crise sanitaire, il est possible que le télétravail, même en temps sanitairement apaisé, puisse se développer, en tout cas être plus consistant qu'il n'a été jusqu'à présent. Pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'il faut penser, de se dire, tiens, c'est quoi une connexion Wi-Fi? Comment on la sécurise? C'est quoi en termes d'équipement? Si les gens veulent utiliser doivent partager, des collègues doivent partager des fichiers volumineux, qu'est-ce qu'on leur met comme outil? S'ils veulent de la visioconférence, qu'est-ce qu'on leur met comme outil, etc. C'est-à-dire de manière à éviter… Alors, le bricolage et l'initiative sont des actions tout à fait sympathiques et enthousiasmantes. Simplement, on voit bien qu'une organisation ne peut pas reposer durablement sur ce type d'initiative. Et donc, on identifie la nature des outils dont les collaborateurs ont besoin et ceux qu'on va choisir au regard de critères de disponibilité, de confidentialité, de robustesse, de coût, peut-être éventuellement aussi. Mais donc, vraiment que ce soit des choix éclairés. Voilà, ça va être très important si cette situation est appelée à se renouveler ou à durer. Merci, Nicolas. Sandrine? Justement, j'ai une petite question. Avec l'Afrique, on est très tenté d'utiliser WhatsApp pour téléphoner. Oui. Parce que ça marche très bien d'ailleurs. En termes de qualité de réseau, ça marche mieux que via Internet, que les visios, ça complète bien, ou même que le réseau téléphonique lambda. Alors, c'est une solution. La seule chose, c'est que vous voyez bien que c'est une… Alors, ça passe par les mêmes canaux, hein, donc il n'y a pas non plus il n'y a pas de privilège immanent de la communication. Donc, ça peut être un sentiment de fluidité, mais au final, si la connexion est de bonne qualité, ça passe. Si la connexion est de mauvaise qualité, ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas de laisser-passer, il n'y a pas de véhicule prioritaire de cette application ou pas. En fait, la question qui va se poser, c'est deux choses. La question dans les critères, effectivement, va être la question de la confiance qu'on va avoir dans l'outil en termes parce qu'effectivement, la particularité WhatsApp, la particularité affichée, c'est la notion de chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que de la communication entre l'émetteur et le destinataire. Et donc, effectivement, alors, sachant que le pirate, quand il veut intercepter, à ce moment-là, il va viser le téléphone, puisqu'au moment où vous allez ouvrir le message, lui va apparaître en clair et donc il sera accessible au pirate. Deuxièmement, la question de la conformité se pose parce que, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais dans beaucoup de pays, l'opérateur télécom, et c'est le cas en Afrique aussi, a une obligation pour avoir sa licence d'opérateur télécom de répondre à des cahiers des charges.
alors qui était en son temps l'édition d'un annuaire, l'édition d'avoir comment dire, des services de secours, enfin la mise à disposition de numéros d'appel du service de secours, etc. Enfin, il y a tout un cahier des charges, et également la condition des interceptions légales. Puisque dans des pays où un magistrat décide, dans le cadre d'une procédure judiciaire, des interceptions légales. À partir du moment où on est en chiffrement de bout en bout, il n'y a pas d'interception légale possible. Et donc, vous avez des pays où la réglementation va vous interdire ou va vous désigner comme suspect si vous utilisez ce système, puisqu'on va vous dire, chère madame, vous êtes manifestement en train d'essayer de vous extraire ou de vous soustraire à une intervention légale. Donc, c'est pas dans tous les pays, mais voilà, quand je disais aussi une notion de conformité qu'il faut avoir à l'esprit, et vous avez des pays où la détention de certains logiciels, je ne dis pas que vous l'utilisez, hein, mais le fait que vous soyez détenteur, que vous ayez téléchargé, peut être considéré comme un élément à charge, ou en tout cas attirant l'attention d'un service d'enquête en disant mais pour quel motif vous avez utilisé, on l'a notamment pour des outils de connexion au darknet comme Tor, et donc où on a d'autres applications qui effectivement, donc c'est aussi un sujet qu'il faut avoir à l'esprit en termes de conformité, parce qu'en plus, il est possible que les pays qui vous titillent sur la question ne soient pas ceux dont la fréquentation des services de police soit les plus confortables. Voilà, mais c'est l'occasion de découvrir sûrement des nouvelles pratiques. Mais voilà, donc il faut avoir ça à l'esprit. Nous, on a fait le choix, après le choix, dans les applications sécurisées, Orange a fait le choix nous commercialisons un outil de communication qui a les mêmes caractéristiques, simplement. Alors après, c'est pour ça que la notion de confiance, elle est toujours importante. C'est-à-dire que nous ne gagnons pas notre vie en exploitant les données. Faut toujours se poser la question dans un modèle gratuit. Alors, moi, le seul modèle gratuit que je connais, c'est le Village Schtroumpf, alors qui est un endroit charmant, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un costume, c'est beaucoup dire, vous allez voir le Schtroumpf tailleur, et quand vous avez besoin d'un gâteau, vous allez voir le Schtroumpf pâtissier, qui est très sympathique, mais il n'y a qu'un Schtroumpf pâtissier, et vous repartez avec votre gâteau. C'est le seul endroit où, manifestement, alors même si je vous épargnerai pour les Schtroumpfophiles, mais il y en a un où il y a un Schtroumpf banquier, et qui se termine très très mal pour le Schtroumpf banquier, parce qu'en fait, il crée la zizanie dans le village. En fait, on voit bien qu'il y a bien un moment où il faut monétiser l'activité. Donc, le choix de l'option gratuite, elle est pourquoi pas, hein, mais effectivement, il faut quand même se poser la question de la contrepartie. Nous, c'est le fameux adage, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà, vous voyez, vous connaissez, c'est pas un proverbe africain, mais ça pourrait. En tout cas, c'est une sagesse qui est, voilà, il faut bien. Ou alors on vit, je vous dis, à part le Village Schtroumpf, moi, j'ai pas vu d'exemple, mais pourquoi pas. Hein. Et la deuxième chose, c'est que nous, effectivement, c'est pour ça que la notion de confiance va jouer. La notion de confiance, nous, on a fait le choix. Alors, on a créé une application qui a été labellisée, alors évidemment, par l'ANSSI, l'agence nationale, parce que nous, fallait bien qu'on trouve une agence légitime à nos yeux. Donc, d'abord, on a effectivement une application qui garantit le fait, effectivement, la seule chose, c'est que nous ne gagnons pas notre vie par l'exploitation des données. C'est vrai que les contenus qui passent ne font pas partie de notre modèle économique. Mais après, il y en a d'autres. Après, vous en avez effectivement. Alors, vous avez Telegram d'un côté, vous avez Signal éventuellement. Et puis après, vous avez Evolution que nous commercialisons, qui effectivement, là, par contre, bascule dans un système payant. Sandrine, d'autres questions? Beaucoup. Non, pas. Non, ça me donne envie de documenter encore plus, en fait, d'aller un peu chercher de l'information et puis d'aller regarder les applications que vous proposez ou les documents de référence qui sont publiés. Voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, ça se nourrit alors pas de la malhonnêteté humaine, c'est-à-dire qu'effectivement, le terreau, c'est que nous confions de plus en plus de choses au support numérique, des données personnelles, des données financières, des secrets de fabrication, des discussions même intimes sur notre santé, sur notre vie sentimentale ou même sexuelle, etc. Et on a effectivement un marché de l'intrusion, de l'interception, du vol, de l'exploitation, du recel, donc toute la chaîne criminelle qu'on connaît dans le monde physique. Donc, et qui se développe potentiellement à l'échelle internationale. Donc, c'est vrai que, en plus, il y a un très fort opportunisme. Je prenais l'exemple, hélas, de Notre-Dame de Paris, mais c'est vrai quand il y a un attentat, quand il y a eu des tsunamis, quand il y a eu des drames, dans les minutes qui suivent, vous avez des faux sites d'appel aux dons, vous avez des faux témoignages de personnes faisant des récits dramatiques de manière à collecter des fonds, vous avez des camps. Enfin, c'est un écosystème extrêmement opportuniste.
et donc effectivement, et qui est totalement globalisé. C'est-à-dire totalement, on est à l'échelle internationale, jouant sur les fuseaux horaires, jouant sur les communautés, des capacités de relais. Juste pour finir, on est dans un cas où vous pouvez avoir une infection, c'est-à-dire que le message qui a permis l'infection de l'ordinateur est en Europe, et que les effets se fassent sentir en Afrique. C'est-à-dire que c'est l'analogie que je prends, c'est un peu comme si on vous donnait un coup de marteau sur la main et vous avez mal au pied. On a le cas d'entreprise, l'infection est intervenue en Ukraine, ce sont les entreprises de Normandie, enfin de l'ouest et du nord de la France qui ont été mises hors d'état de fonctionner. On a des infections en Slovénie, ce sont des usines à des milliers de kilomètres. Pourquoi ? Parce que le virus s'est infecté. Donc c'est vrai que l'interconnexion, la globalisation sont des composantes de la cyber-insécurité, et donc il est important de les avoir à l'esprit et de comprendre cette logique-là. Et c'est vrai que c'est difficile de se repérer parce que nous, par exemple, avec la digitalisation des systèmes économiques, on est référencé sur des bases de données économiques pour des systèmes de bons de commande, etc. Et que parfois, j'ai cru que c'était, par exemple, des faux messages alors que c'était les vrais. Mais d'autres fois, il y avait des faux qui étaient vraiment faux. Et ça se ressemble étrangement. Et ils mettent des logos de société. Ah, bien sûr. Et parfois, ils parlent mal, c'est traduit automatiquement, donc c'est mal écrit. Et c'est quand même l'original. Donc, il faut toujours demander à son interlocuteur. Voilà, en fait, vous ne pouvez pas compter sur le fait qu'il y aura durablement des fautes d'orthographe ou des fautes de formulation. Je vous ai montré dans les messages que je vous ai montrés, là, le message de BNP Paribas, il est très bien écrit, il n'y a pas de faute, il n'y a quasiment pas de faute, il est très crédible. Et évidemment, donc c'est la raison pour laquelle, en fait, il faudrait se dire, bon, bah, vu que vous ne pouvez pas négliger le risque d'infection à l'occasion du téléchargement de ce document qui pourrait avoir l'apparence, bah, il faut que votre organisation, un peu comme dans une maison où si vous ouvrez à quelqu'un qui n'est pas celui qu'il prétend être quand il est de l'autre côté de la porte, bah, en fait, il ne puisse rentrer que dans ce sas et pas dans l'intégralité de la maison. Et donc, c'est là où il va falloir à un moment se dire, bon, je ne vais pas renoncer à avoir de nouveaux contacts, à interagir avec des nouveaux interlocuteurs au titre de ce risque. Et donc, la seule chose, c'est que je vais organiser ma maison pour faire en sorte que, et c'est là où on a la proposition avec le conseil de se dire, bon ben voilà, de manière à ce que vous ne renonciez pas à l'ouverture sur le monde, mais par contre que vous ne soyez pas victime de ce nouvel environnement. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, instructif. Merci pour votre invitation et très bonne continuation. Et puis, vive l'Afrique, parce qu'on a encore plein de choses à y apprendre et à créer ensemble. Donc, c'est un territoire pour nous collectif d'épanouissement. Et attention aux cartes de vœux numériques alors. C'est ça, mais très bonne année quand même. Très bonne année. On va en profiter. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Merci Ossiane, merci à Nicolas d'être intervenu. Moi, je vous donne rendez-vous le 23 février. La date vous sera confirmée définitivement d'ici quelques semaines pour la prochaine commission sûreté qui sera sur le thème le défi de la logistique en Afrique, et je vais faire intervenir le directeur sûreté Afrique-Moyen-Orient de DHL, qui est en train de gérer toute la logistique du vaccin et avec tous les enjeux difficiles et concrets, et qui va nous parler de fraude, qui va nous parler de tous ces sujets. Ça va être, je pense, très, très intéressant et très, très d'actualité. Voilà, merci à tous et à bientôt. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Au revoir.